les conférences du Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir à tous. On va donc écouter cette dernière conférence de la saison. Après une saison un peu perturbée par pas mal d'annulations, dont celle de la semaine dernière, dont je vous prie de bien vouloir nous excuser. Alors, normalement, c'est deux conférences qui auraient dû se relayer. Donc, celle de Florent Braillard de la semaine dernière sur l'histoire de la conférence de Wannsee et celle d'aujourd'hui, donc de Laurent Joly, qui est directeur de recherche au CNRS, sur la rafle du Veldiv. Paris, 16 et 17 juillet 1942. C'est un événement qui ne nous est pas inconnu, bien évidemment, dont on parle beaucoup d'une façon générale, qui a été beaucoup représenté dans la littérature, au cinéma, même à travers le film La Rafle. Un événement qu'on commémore indirectement ici tous les ans au mois de juillet, le dimanche de juillet, le plus proche du 16 juillet, avec la journée d'hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Et je faisais la réflexion à Laurent Joly tout à l'heure qu'au cours de cette cérémonie, on parle souvent plus de la rafle du Veldiv que des rafles qui ont eu lieu en zone libre, donc à Lyon, au mois d'août 1942. Et pour autant, c'est un événement qu'on commémore beaucoup et qu'on étudie, qu'on n'avait pas tant étudié que ça. Donc ça nous a semblé intéressant de faire un point là-dessus. Et puis, donc on va donc écouter Laurent Joly. On échangera ensuite, et si vous voulez faire signer vos ouvrages, je pense qu'il le fera volontiers maintenant qu'on a retrouvé des stylobies. Donc merci de votre attention et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous et à toutes, et merci de cette invitation. Alors, je pensais commencer en n'ayant pas besoin de rappeler certaines choses, parce que je pensais que Florent Braillard, vous l'auriez entendu. Donc j'ai rapidement résumé ce que probablement il vous aurait dit, en fait, le contexte qui a amené et les logiques qui ont amené à cette catastrophe absolue qui a été les livraisons de juifs étrangers et de leurs enfants, qui étaient la plupart d'entre eux français, à l'été 1942. Alors, aujourd'hui, les spécialistes explique que la solution finale de la question juive, qui a mené à l'assassinat industriel, mais pas que, assassinat aussi par balles, par d'autres moyens de millions de juifs en Europe, a été le produit d'un processus. Vous savez, aujourd'hui, on n'est plus... les querelles des années 80, intentionnalistes, fonctionnalistes, ont plus vraiment cours. Tout le monde est un peu les deux, en fait. Voilà, c'est-à-dire que... On sait qu'il y a un projet génocidaire réel chez Hitler, mais ce projet est de l'ordre du fantasme. Et pour qu'il soit devenu une réalité concrète, ça a été le produit aussi de tâtonnements, d'initiatives, parfois du hasard. Donc aujourd'hui, tout le monde est un peu les deux, si vous voulez. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que les menaces d'Hitler sont clairement... D'emblée, on le sait, dès janvier 1939, Hitler annonce que s'il y a une guerre mondiale, les Juifs n'en sortiront pas vivants. Donc cette menace-là et ce lien-là qu'il y a dans l'esprit d'Hitler, il est très puissant, et c'est ce qui est à la source, vous le savez, du génocide des Juifs. Mais évidemment, entre l'idée d'exterminer au sens où Florent Braillard l'explique toujours, exterminer ne veut pas dire forcément l'assassinat, voilà, comme on le pense. Exterminer, c'est au sens large. C'est la politique nazie. Elle vise effectivement à éradiquer la présence des Juifs en Europe. Ça, c'est clairement le projet qui est mis en œuvre. Et les nazis font des plans, et les plans, on peut deviner, des années 39, 40, même encore 41, sont encore dans cette idée de transplantation. Alors on a pensé à Madagascar, on a pensé au district de Lublin, on a pensé à la Sibérie. Donc l'idée, c'est de débarrasser l'Europe allemande des Juifs. Alors en 1941, ce projet franchit un cap criminel avec l'opération Barbarossa,
où là, vous le savez, des commandos spécialisés qui vont accompagner l'avancée de la Wehrmacht en Russie, qui vont exterminer de manière systématique les Juifs. C'est ce qu'on appelle un peu improprement la Shoah par balle. C'est en tout cas une première modalité à l'est de l'extermination des Juifs, des ghettos en Pologne, une politique de décimation, c'est-à-dire une forme de maltraitance systématique avec une finalité criminelle. Et puis, à partir de l'automne 1941, on commence à déporter des Juifs d'Allemagne pour les envoyer en Pologne, où ils sont à terme destinés à mourir. Et la conférence de Wannsee est fixée en décembre 1941, à un moment où, aujourd'hui, il y a une forme de consensus. Enfin, en tout cas, c'est la date, parce que vous savez qu'il y a eu plein de débats entre historiens pour savoir quand est-ce que la décision a été prise. Aujourd'hui, on considère que, en tout cas la plupart des spécialistes considèrent que c'est en décembre 1941 que le choix de mettre en œuvre l'assassinat des Juifs d'Europe a été décidé par Hitler, avec des effets immédiats. Et la conférence de Wannsee, en janvier 1942, qui est reportée, qui devait avoir lieu un peu plus tôt, qui se tient le 20 janvier 1942, donc en banlieue de Berlin, vise en fait à exposer à l'administration nazie, à exposer ce plan. Voilà, donc c'est Reinhard Heydrich, qui est le chef de l'Office central de sécurité du Reich, donc qui est le chef direct de la police, de la Gestapo, enfin, bref, le bras droit d'Himmler, qui, avec son responsable des affaires juives, qui organise cette réunion, qui établit le protocole, et le protocole, vous le connaissez, vise à exterminer plus de 11 millions de Juifs d'Europe, avec une modalité qui est celle où il y a deux modalités, en fait. On est encore dans l'ancienne version des plans nazis, c'est-à-dire on va déporter, on va renvoyer les Juifs dans une zone, et c'est ceux qui survivront qui seront assassinés. Donc vous voyez qu'il y a les deux. Il n'y a pas d'objectif temporel qui est fixé en janvier 1942. Ce qui va changer, ça c'est l'une des théories de Florent Braillard, ce qui va changer au printemps 1942, alors il est contesté parce qu'il y a des spécialistes qui disent oui, mais si il y a une accélération au printemps 1942 et un objectif temporel, c'est parce que il y a des conditions qui, avec le printemps, sont possibles, des trains, etc. Florent Braillard explique que l'assassinat d'Heydrich, qui est donc celui qui a organisé la conférence de Wannsee, et qui est l'un des plus hauts dirigeants nazis, Heydrich, donc qui est assassiné, vous le savez, à Prague, abattu fin mai 1942. Il meurt, je crois que c'est le 4 juin, enfin quelques jours plus tard, et ça aurait été un choc, parce que même si il n'a pas été assassiné par des Juifs, il est assassiné par des résistants, mais voilà, il y a une forme de paranoïa qui va s'emparer des dirigeants nazis, et Florent Braillard estime que c'est à ce moment-là que pour Hitler et pour Himmler, il est évident que ça devient une priorité absolue de la guerre. Et alors je ne sais plus si c'est au moment des funérailles d'Heydrich ou juste après, Heinrich Himmler, en tout cas ça c'est factuel, ça c'est avéré, fait un discours dans lequel il donne un objectif temporel. D'ici 1 an, il n'y aura plus de Juifs en Europe. Et effectivement, on constate qu'il y a, alors même si les réunions étaient déjà en préparation, en mars 1942, on envisage déjà de se réunir à Berlin, les différents responsables du service d'affaires juives de la Gestapo, il y a en juin 1942 une accélération réelle du calendrier, à l'Est évidemment, mais aussi à l'Ouest. Et les Allemands, en France occupée, vont soudainement exiger la livraison de 40 000 Juifs. Donc ça, si vous voulez, ce que je viens de vous raconter, c'est du point de vue allemand, hors de France occupée, ce qui explique ce qui va se passer en France. Voilà. Donc ça, c'est la mécanique avec les nazis, les dirigeants nazis qui décident de Wannsee. On était encore dans une sorte de on pensait que ça prendrait des années. Enfin, on ne se dit pas comme ça qu'on va exterminer 11 millions de Juifs en Europe comme ça. Là, on se dit, cet objectif-là, il doit être
réglé à l'été 1943. Voilà. Et avec donc les effets un peu partout. Alors, voilà, là je vous ai résumé en quelques minutes, de manière vraiment en survolant, et c'est beaucoup plus subtil ce que Florent Braillard vous aurait expliqué. Maintenant, venons-en à la France. Qu'est-ce qui permet de comprendre, en fait, que ce projet criminel des nazis, on veut 40 000 juifs, voilà. En âge de travailler, c'est la demande qui va être faite parce qu'on est au début du processus d'assassinat industriel à Auschwitz. Les chambres à gaz, elles sont prêtes depuis peu de temps. Himmler va se rendre à Auschwitz-Birkenau le 17 juillet 1942. Il va assister au gazage de juifs hollandais. Mais les fours crématoires sont en cours de construction. Ils ne sont pas prêts à fonctionner à plein rendement. Donc la demande initiale des Allemands en France, en Belgique, aux Pays-Bas, c'est un total de 90 000 juifs en âge de travailler. 40 000 pour la France, 40 000 pour les Pays-Bas et 10 000 pour la Belgique. Donc ça, c'est vraiment voilà, la demande initiale pour l'Europe de l'Ouest. Et le 26 juin 1942, le bras droit d'Himmler en France, celui qui a été nommé son représentant en France, il s'appelle le général Auberg. Le général Auberg dit aux dirigeants de Vichy, donc Pierre Laval, qui est le chef du gouvernement de Vichy, qui a vraiment les pleins pouvoirs à l'époque. Pierre Laval, il est revenu en avril 1942, je reviendrai après. Voilà, il dit à Laval, on veut 40 000 juifs. Les trains sont prêts, tout est prêt pour qu'ils partent. Voilà. Et ces 40 000 juifs, les Allemands les auront au bout du compte. Donc comment expliquer ça? Comment expliquer ce qui s'est passé et cet engrenage criminel qui va avoir comme théâtre principal Paris. À Paris, on a arrêté en moins de 2 jours 13 000 juifs et leurs enfants. Il n'y a pas une opération équivalente en Europe de l'Ouest. C'est la plus grosse opération qui ait jamais eu lieu dans le cadre de la solution finale en Europe de l'Ouest. Le deuxième au palmarès, si vous me permettez cette expression triviale, c'est la rafle d'août 1942 en zone libre. Donc vous connaissez dans la région de Lyon, Villeurbanne, etc. On a arrêté le 26 août 1942 6600 personnes. Donc là aussi, alors, évidemment, c'est difficile de comparer parce que c'est une rafle qui s'est étendue à l'ensemble de la zone libre. Mais vous voyez, en une unicité de jour, à une date précise, 26 août 1942, les conséquences, c'est 6600 personnes. À Berlin, le maximum, c'est 5500. À Amsterdam, c'est 5500 aussi, en 1943. Donc vous voyez qu'il y a une singularité française par cette grande rafle du Veldiv et cette grande opération du 26 août 1942 en zone libre. Donc vous voyez qu'en France, en 2 jours, on a en 3 jours, 16 et 17 juillet 1942 et 26 août 1942, on a arrêté 20 000 juifs. Voilà, donc là, il y a quelque chose de tout à fait hors norme. Alors, comment tout ça a-t-il été possible? Et comment ça s'est déroulé? C'est les 2 temps de mon exposé. Je vais essayer de ne pas dépasser 40 minutes, 45 minutes. Voilà, donc j'ai encore une grosse demi-heure. Alors, comment tout ça a été possible? Aujourd'hui, vous entendez des gens qui vont vous expliquer que, en fait, d'ailleurs, du préambule que je viens de vous faire, on pourrait se dire, oui, c'est logique, il y a une pression allemande très forte, les Allemands veulent 40 000 juifs, bon, on n'a pas tellement le choix, donc on va épargner une partie, et puis on va sacrifier une autre. Voilà. Bon, ça, il y a des gens qui vous racontent ça. C'est pas du tout ça qui s'est passé, et c'est tout à fait d'autres raisons qui expliquent ce qui s'est passé. Alors, revenons un petit peu rapidement, d'abord aux marges de manœuvre de Vichy. Vichy, c'est quoi? Vichy, le régime de Vichy, vous le savez, c'est le produit de la défaite. La France a subi en 1940 une des plus grosses défaites de son histoire, une des plus humiliantes. C'est en quelques semaines, vous le savez, il y a un livre que vous avez, cette étrange défaite de mai-juin 1940, cet effondrement comme ça de ce qui est l'une des plus grandes armées du monde, de ce qui est la 3e ou 4e plus grande puissance mondiale, pays qui a un prestige extraordinaire, qui est le vainqueur, donc qui s'effondre comme ça en
en quelques semaines, et qui, face à cet effondrement, fait un choix qui n'était absolument pas une obligation. La France est un pays immense, le vainqueur n'avait pas les moyens d'occuper entièrement un pays aussi grand, donc il va y avoir cette ligne de démarcation, ce pays qui est au 3/5e occupé avec ce qui intéresse les Allemands, quoi, en fait. Voilà, le littoral, parce qu'il y a l'ennemi anglais de l'autre côté, les terres les plus agricoles, voilà, on va pouvoir puiser, on ne peut pas voilà, occuper l'ensemble du territoire, donc on laisse les 2/5e. Ce qui reste de la France est souverain sur ces 2/5e du territoire, en gardant une flotte, en gardant un empire, bref, en gardant un certain nombre d'atouts, mais avec évidemment un pays qui est occupé au 3/5e, qui est soumis à des frais d'occupation très élevés et qui est régi par ce qu'on appelle les droits de puissance occupante. L'occupant, il a un certain nombre de droits, bien évidemment, c'est le vainqueur. Mais ces droits, ils sont encadrés par la Convention de La Haye, donc l'occupant peut exiger de l'administration en place tout ce qui est dans l'intérêt et le confort de son armée, et puis toutes les réquisitions dont il a, voilà, les hôtels, tous les bâtiments publics utiles, voilà. Donc ça, voilà ce que l'occupant peut faire. Et l'occupant a également le droit d'exiger tout ce qui est en mesure de favoriser la sécurité de sa présence. S'il y a des troubles à l'ordre public, ils peuvent établir des tribunaux militaires, ils peuvent condamner des gens à mort, ils peuvent les fusiller. Voilà, donc les droits sont très élevés, mais très importants. Mais voilà, il y a la Convention de La Haye, il y a aussi la Convention de Genève pour les prisonniers de guerre français, plus d'1,5 million prisonniers de guerre. Donc vous voyez que la France n'est pas du tout traitée comme va l'être la Pologne. Donc vous voyez que là, il y a une administration militaire qui est en place et qui est très soucieuse parce que l'objectif est double. Il faut à la fois gérer ce pays avec le minimum d'armées d'occupation et il faut puiser le maximum de richesses d'un pays tel que la France, qui est immensément riche, qui a une agriculture extraordinaire, une industrie de pointe. Et donc, il faut utiliser toutes ces richesses pour... Voilà, donc ça, c'est la politique. C'est la politique allemande, avec évidemment une dimension antisémite, puisque l'occupant considère que le juif est l'ennemi numéro un, vous le savez, de l'Allemagne nazie, et que donc la présence de juifs en France est un danger, une menace pour la sécurité de l'Allemagne, de l'occupant, pardon. Et donc c'est sous ce prisme-là que les Allemands vont légiférer contre les juifs et vont essayer de mener une politique antisémite, en faisant attention de ne pas tout de suite faire, par exemple, de spoliation. Ils vont attendre le printemps 41 avant de faire de la spoliation, et en étant prudents. Par exemple, ils vont faire une première ordonnance en 27 septembre 1940, et ils ne vont pas mettre le mot de race dans la définition de juif, vous voyez, pour essayer de faire attention, pour montrer qu'ils n'appliquent pas comme ça leur législation raciale purement et simplement. Donc vous voyez qu'ils sont relativement, ça paraît toujours... et souvent dans la salle, les gens disent « Ah, comment vous dites que les nazis sont pragmatiques ?» Ben oui, il y a évidemment un pragmatisme, on ne va pas on s'adapte à la situation. Et c'est ce que les Allemands font en 1940, avec donc cette première ordonnance qui recense les Juifs, qui marque les papiers d'identité, enfin ça c'est une mesure complémentaire, et qui va marquer aussi les magasins. Voilà, les magasins, on met une affiche jaune, voilà. On interdit aussi le retour des Juifs qui sont partis en zone libre, on ne veut pas qu'ils reviennent. Voilà, donc vous voyez cette logique de sécuritaire. Et en parallèle, les Allemands vont expulser aussi des Juifs en zone libre. La logique de la solution finale en 1940, c'est vraiment encore une logique d'expulsion, quand on essaye de dégager l'Allemagne nazie de ses Juifs, l'Alsace, enfin tous les territoires du Reich, on ne veut plus de Juifs, donc il y a des territoires poubelles en Europe. La Pologne est un territoire poubelle, et la zone libre de Vichy, c'est aussi un territoire poubelle. On va expulser comme ça plusieurs milliers de Juifs. Donc vous voyez un peu cette logique de 1940. Vichy, lui, donc la France fait ce choix de renverser les institutions républicaines,
alors même que la guerre n'est pas terminée. Donc on aurait pu se dire, tant que la guerre n'est pas terminée, on va faire un gouvernement d'union nationale qui va gérer le pays. C'était un choix possible. C'est le choix qu'a fait le Danemark, par exemple, de faire un gouvernement d'union nationale, voilà, alors même que le Danemark va accepter de collaborer. Hein, mais voilà, il n'y a pas cette espèce de volonté de changer les institutions, de mener une vindicte contre des ennemis politiques, ce que va faire Vichy. Donc très clairement, on veut abolir la République, c'est fait, et autour du maréchal Pétain, on crée un nouveau régime qui est une véritable dictature, avec au centre le maréchal Pétain, et qui est à la fois, qui s'octroie, hein, c'est un coup d'État, parce que le vote, les fameux votes de juillet 40, c'est les pleins pouvoirs constituants qui ont été remis au maréchal Pétain, et non pas les pleins pouvoirs effectifs. Les pleins pouvoirs effectifs, le maréchal Pétain se les octroie par des actes constitutionnels dès le lendemain du vote du 10 juillet 40. Il y a 4 actes constitutionnels le 11 juillet, donc il s'octroie les pleins pouvoirs, et en plus il nomme un dauphin, il nomme un successeur, Pierre Laval. Et donc Vichy, qui fait une politique de vengeance contre les ennemis, le Front populaire, les naturalisés, les francs-maçons et les juifs. Donc il y a une politique antisémite qui se met en place et qui va avoir principalement 2 volets. D'une part, éliminer les indésirables. Alors ce qu'on va définir comme indésirables, c'est les naturalisés au sens large, mais on pense aux juifs parce qu'on va les renvoyer de la fonction publique, du barreau et des professions médicales, donc professions qui étaient dans les années 30, l'extrême droite et la droite accusaient les juifs de Roumanie, de gangréner la médecine française, le barreau. Donc voilà, donc vous voyez que ce n'est pas des professions choisies au hasard. Et puis directement les juifs, avec le statut des juifs d'octobre 1940, qui là vise les juifs français en fait. Il y a une définition raciale et des interdictions professionnelles. Voilà, il y a 3000 juifs qui sont renvoyés de la fonction publique en octobre 1940. Il y a un deuxième volet de la politique antisémite, un deuxième volet principal, c'est le recensement, c'est l'internement, des juifs étrangers, ce qu'on appelle, d'après la loi du 4 octobre 1940, les ressortissants étrangers de race juive. Là, il y a une loi qui permet au préfet, sur simple décision administrative, d'interner des juifs étrangers. Donc vous voyez que là, on voit là une politique qui se dessine et qui vise, d'une part, à réduire les juifs français à un statut de sous-citoyen, et de l'autre, à préparer la concentration d'indésirables dont on veut à terme se débarrasser. Et c'est si vrai qu'au printemps 1941, l'occupant se dit, quand je parle de l'occupant, je pense à Théodore Dannecker, qui est le délégué d'Adolf Eichmann à Paris, qui est donc le délégué du service d'affaires juives de la Gestapo, et lui, il fait des plans, c'est lui aussi en France, qui sont liés aux plans que les nazis font, et qui sont toujours, au début de l'année 41, cette idée de vaste déportation. On va transplanter les juifs quelque part, là on pense à la Sibérie, dans le plan de Dannecker. Donc il faut aller plus loin dans la ségrégation des juifs, dans la mise à l'écart des juifs. Donc l'idée géniale qu'a Théodore Dannecker, c'est de demander à Vichy que ce soit les Français qui fassent ça, qui créent un office central, qui créent un ministère. Et ça va être le commissariat général aux questions juives. Vichy va accepter. Vichy accepte parce qu'en mars 1941, Vichy joue à fond la carte de la collaboration. Je ne peux pas vous expliquer le contexte, mais voilà, enfin, en 2 mots, au printemps 1941, avant l'opération Barbarossa, on est convaincu que l'Angleterre n'arrivera pas à tenir et que donc c'est une question de semaines. Donc on est convaincu que l'Allemagne a bientôt gagné la guerre. Donc Darlan, il vole au secours de la victoire et il est même prêt à ce moment-là à s'engager dans une collaboration militaire. Voilà, donc cette logique de collaboration, mais aussi cette logique antisémite, parce que l'amiral Darlan va justifier la création du commissariat général aux questions juives en disant « c'est formidable de créer un tel outil, ça va permettre de nous débarrasser des juifs étrangers, mais aussi des naturalisés, si les Allemands les reprennent, je ne demande pas mieux ». Voilà comment l'amiral Darlan justifie la création du commissariat général aux questions juives. Et il dit les bons vieux juifs français, eux, on va les garder, voilà, sachant évidemment qu'ils sont des sous-citoyens. Donc ça, c'est la politique de Vichy. Évidemment, les Allemands le savent, et donc ils vont en profiter pour faire appliquer
la loi du 4 octobre 1940 qui permet d'interner des ressortissants étrangers de race juive, de la faire appliquer à Paris, en zone occupée. Cette loi n'était appliquée qu'en zone libre, parce que je vous ai dit, c'est l'occupant qui contrôle tous les centres. Vichy ne peut pas interner des juifs en zone occupée. Mais l'occupant peut se dire, tiens, c'est bien cette loi. Et donc c'est ce qu'ils vont faire en mai 1941 pour faire une première rafle. Donc vous voyez que l'occupant agit de manière cyniquement pragmatique en s'abritant là derrière une loi française et d'ailleurs en faisant toute une propagande dans la presse en disant Vichy a décidé d'interner des juifs polonais. Voilà. Et en fait, la première rafle de mai 1941, c'est une rafle qui est ordonnée par les Allemands et qui vise des juifs étrangers, essentiellement des Polonais de 18 à 40 ans, et que des hommes qu'on interne. Et donc voilà, et c'est la méthode qui est choisie, c'est une méthode de convocation. Donc vous voyez que les nazis essaient d'imaginer comment ils peuvent faire. En règle générale, c'est ce qu'ils font ailleurs, parce qu'ailleurs, ils arrivent à tellement séparer les juifs du reste de la société, avec l'interface de conseils juifs, d'associations juives obligatoires, ce qu'on appelle des Judenrat, et des conseils juifs, que voilà, il suffit de convoquer les juifs, ils n'ont pas d'autre choix que de se présenter aux convocations. Donc c'est ce qu'ils tentent, et en fait c'est un demi-succès parce que sur les 6500 juifs polonais, autrichiens et tchécoslovaques qui sont convoqués, vous n'en avez que 3700 qui viennent. Voilà. Alors même qu'on a camouflé l'opération dans les petits bulletins verts de convocation, examen de situation, voilà, enfin on a essayé d'endormir les gens, mais vous voyez, 42% des gens ne viennent pas. Donc les Allemands vont utiliser une autre méthode après... en août 1941, alors là, août 1941, c'est assez simple pour les Allemands de trouver un prétexte pour arrêter les Juifs, parce qu'il y a eu l'attaque en URSS, et donc l'opération Barbarossa. Donc là, il commençait à y avoir des attentats, des manifestations communistes en France, occupées comme partout ailleurs en Europe. Et donc là, il suffit de trouver un prétexte. Ils ont trouvé un Juif dans une manifestation sur les grands boulevards, et hop, c'est le judéo-bolchevique, et ça permet de justifier, sans contrevenir, selon eux, à la Convention de La Haye, de justifier pour des motifs sécuritaires le bouclage du 11e arrondissement de Paris, capitale du judéo-bolchevisme, d'après les Allemands. Et ce n'est pas complètement faux, d'ailleurs, puisque c'est effectivement là qu'il y avait le plus d'activités juives communistes dans le 11e arrondissement. Ils bouclent l'arrondissement et ils arrêtent, avec des policiers français, donc c'est une opération mixte, ils arrêtent 3000 juifs et ils font des opérations complémentaires le lendemain parce qu'ils ne sont pas satisfaits des résultats, ils en arrêtent 1200 de plus. Donc 4200 juifs qui sont internés à Drancy, qui devient camp juif. Troisième opération en 1941, c'est ce qu'on appelle la rafle des notables, où là c'est encore, en réaction à des attentats communistes, une mesure de représailles qui va viser des juifs français, qui vivent essentiellement français d'ailleurs. Ce n'est pas que des juifs français d'ailleurs, on dit toujours juifs français, mais en fait il y a un certain nombre d'étrangers, pas mal de juifs russes notamment, mais on voit que là il y a un critère social, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on va appeler des notables. Enfin, ces notables, avant tout, ce sont des anciens commerçants, des gens plutôt fortunés qui vivent dans le 9e arrondissement, dans le 7e, dans le 16e arrondissement. Donc on voit qu'ils ont choisi délibérément des victimes. Alors ce qui est frappant, c'est de voir la réaction de Vichy à ces opérations. En 1941, Vichy n'est pas du tout associée à ces opérations. Et elle n'est même pas au courant qu'elles ont lieu. Elle est prévenue après coup. Et donc là, on voit comment... il y a une phase où on voit clairement qu'ils sont exécutants, quoi, en fait. Évidemment, mêlés, puisque mai 1941, s'il n'y a pas la loi française, les Allemands n'ont pas de prétexte. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les Allemands ont tenté de faire pression sur Vichy pour que d'eux-mêmes, ils appliquent la loi. Et là, on voit un préfet, le préfet Ingrand, qui est le représentant du ministère de l'Intérieur à Paris, et qui va tergiverser, qui va pas vouloir le faire, et qui ne va pas le faire, puisque les Allemands vont être obligés, je vous l'ai dit, de donner directement l'ordre à la préfecture de police de Paris. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut aussi adopter une attitude dilatoire quand on est un représentant du gouvernement de Vichy. En août 1941, le gouvernement de Vichy est prévenu après coup. Ce qui est intéressant, c'est que 1500 juifs français ont été internés et que Vichy ne proteste pas, alors qu'il devrait normalement protéger ses citoyens. Pourquoi ? Parce que
ce sont avant tout des juifs naturalisés. Donc ça n'intéresse pas Vichy. En revanche, en décembre 1941, là, ce sont beaucoup de juifs français. Il y a 40% d'anciens combattants. Et là, Vichy va protester auprès des Allemands et dire « Ah ben là, quand même, c'est pas bien d'arrêter des juifs français, on a plein de suppliques, c'est idiot par rapport à l'opinion publique, alors qu'on a des dizaines de milliers de juifs étrangers. » Et voilà, c'est ces juifs-là qu'il faudrait prendre. Et là, Vichy va vraiment, alors même qu'avec la création du commissariat général en question juive, il va y avoir une frénésie législative. Le commissaire général en question juive, Guy Vala, va adopter va faire adopter plutôt par son gouvernement un grand nombre de lois, un nouveau statut des Juifs, une loi de recensement, des lois de spoliation, des dizaines de décrets pour éliminer les Juifs de tous les secteurs, jusqu'au métier de sage-femme. Enfin, voilà, donc on voit un Vichy qui a été extrêmement actif en matière d'exclusion des Juifs et de spoliation, mais qui, là, va, en décembre 1941, faire le choix d'abandonner cette partie-là de sa politique antisémite et en fait de concentrer sa politique antisémite contre les Juifs étrangers. Donc voilà, une sorte de statu quo. Les Juifs français sont des sous-citoyens. En revanche, les Juifs étrangers, eux, faut préparer leur possible départ. Les Allemands annoncent dès décembre 1941 qu'ils vont déporter des Juifs. Il y a même un avis qui est publié et un premier convoi qui est annoncé. Ce premier convoi partira finalement le 27 mars 1942, mais Vichy sent que quelque chose se passe. Et donc, il va mener une politique visant les Juifs arrivés en France depuis 1936, qui soit sont internés, soit sont mis dans des groupes de travailleurs étrangers, soit sont assignés à résidence. Donc il ne peut plus y avoir, vous ne pouvez plus être, quand vous êtes un Juif étranger arrivé en France depuis le 1er janvier 1938, vous êtes totalement dans la nasse, vous êtes totalement sous le contrôle de Vichy, avec cette idée que, et d'ailleurs il y a un rapport, il y a une sorte d'ambassadeur allemand à Vichy, et qui note en février 1942 que Vichy serait enchanté de pouvoir se débarrasser de tous les Juifs étrangers qui sont en zone libre, du moment que ça se passe discrètement. Donc vous voyez, nous en arrivons au deuxième temps de mon exposé, et en lien avec le préambule, que lorsque, au mépris de toutes les règles internationales, quand le général Auberg demande à Pierre Laval « on veut 40 000 Juifs », c'est évident dans l'esprit des dirigeants de Vichy qu'il faut leur donner tous les Juifs indésirables, possibles et inimaginables, parce que c'est la politique de Vichy. Et il était tout à fait possible de s'abriter derrière le droit. C'est ce que va faire, par exemple, le bourgmestre. Je cite toujours cet exemple parce qu'il est tellement édifiant et éclairant pour comprendre le cas français. Le bourgmestre de Bruxelles, on lui demande, en Belgique, les Juifs, ils sont quasiment tous à Anvers ou à Bruxelles. Et il y en a beaucoup plus à Bruxelles qu'à Anvers. Et c'est donc là, je ne sais plus combien, je crois qu'il y a près de 20 000 Juifs à Bruxelles. Donc c'est près de la moitié des Juifs de Belgique sont là. En tout cas 40 ou 45%, je ne me rappelle plus précisément. Mais voilà, Bruxelles, c'est l'enjeu principal. Et il n'y a même pas de convention d'armistice en Belgique. Il n'y a pas de gouvernement qui peut faire... donc les Allemands demandent directement. Donc vous voyez que là, il y a une pression beaucoup plus forte qui s'exerce. Et bien le maire de Bruxelles dit « je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Si vous me demandez de mettre la police municipale bruxelloise à disposition de vos services pour maintenir l'ordre public, ça, j'ai le droit de le faire. Ça, c'est dans la Convention de La Haye. Voilà, s'il y a des troubles à l'ordre public, ça, j'ai le droit de le faire. En revanche, arrêter des familles à leur domicile et puis les mettre dans un centre, si je fais ça, je risque d'avoir des problèmes avec la justice pour séquestration arbitraire. Donc on pourrait dire, il prend les Allemands pour des imbéciles. Non, il s'abrite vraiment derrière le droit. Je pense qu'il est vraiment convaincu. C'est un bon catholique, le maire de Bruxelles. Il est même plutôt antisémite. Il est membre du parti, j'oublie le nom de ce parti, mais qui est un parti qui, dans les années 30, était vraiment très xénophobe, n'aime pas les Juifs étrangers. Et pourtant, à Bruxelles, il n'y a quasiment que des Juifs étrangers. 90% des Juifs en Belgique sont étrangers. Et pourtant, il arrive à s'y opposer. Et les Allemands n'ont aucun moyen
de l'obliger à arrêter des Juifs, ce qui fait qu'au bout de 2 mois de négociations, les Allemands reviennent à la charge, ils essayent de passer par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Il veut pas. Et donc ce sont les Allemands qui sont obligés de faire eux-mêmes une rafle début septembre 1942. Voilà, ils arrêtent 660 Juifs, et au bout du compte, les 2/3 des Juifs survivront à Bruxelles, alors qu'à Anvers, où là, il y a un maire collaborationniste qui va accepter de mettre sa police au service des Allemands, les 2/3 des Juifs seront pris. Donc vous voyez le statistique inversée par rapport à Bruxelles. Donc on voit qu'il y avait moyen de dire, non, ça c'est quand même exorbitant. C'est plus simplement comme en 1941, d'interner sur place des hommes. Là, il s'agit de déporter des familles entières, avec en plus un sort assez mystérieux concernant les enfants, parce que les Allemands, ils sont obligés évidemment de créer une sorte de flou artistique, puisqu'ils ne veulent pas les enfants tout de suite. Et donc ils disent, on veut les enfants plus tard. Enfin, il ne faut pas être complètement naïf, d'autant plus que début juillet 1942, il y a des informations très sérieuses qui circulent. Il y a eu un rapport qui établit le fait que 700 000 Juifs ont été déjà assassinés en Pologne. L'information commence à circuler. Il y a même un reportage sur la BBC le 2 juillet 1942 en langue française, quelques jours avant pour les Français, quelques jours avant pour le public britannique. Bref, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose de vraiment absolument pas net qui se passe en Pologne. Et donc les dirigeants de Vichy pouvaient, mais vous avez compris par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, que voilà, ils sont, par leur antisémitisme, la logique propre de leur antisémitisme, et puis cette volonté aussi toute simple, qui est celle de collaborer. En début juillet 1942, on est convaincu encore que l'Allemagne va gagner la guerre. Et c'est tout ça qui explique l'énormité de cette politique et de la rafle du Veldiv, qui est à bien des égards une opération absolument anormale. Anormale, elle l'est par la rapidité avec laquelle le gouvernement de Vichy abandonne ces Juifs qui sont... c'est pas les Juifs de zone libre. Les Juifs de zone libre, c'est beaucoup de réfugiés. Bon, alors des réfugiés, on peut se dire, on livre des réfugiés, bon, c'est pas très glorieux, mais on comprend un peu la logique des réfugiés, les Allemands nous les ont envoyés, on leur redonne, pourquoi pas, enfin, de manière cynique, hein, pour parler comme certaines personnes, voilà, bon c'est... Mais là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de familles immigrées, souvent arrivées en France depuis des décennies, 10 ans, 20 ans, ils ne sont pas devenus français, souvent ils sont demandés la nationalité française, c'est la plupart des ouvriers installés là. Et ce que j'ai réalisé en travaillant sur la préparation de l'opération, c'est d'ailleurs visible quand on regarde les fiches qui ont servi à préparer la rafle, c'est que vous avez un grand nombre de ces victimes qui vont être désignées, qui ont des enfants français nés en France. Donc normalement, ça devait leur donner des droits de manière assez évidente, parce que la rapidité avec laquelle tout ça va se passer, c'est que le 26 juin 1942, c'est le moment où Auberg dit, voilà, on veut 40 000 Juifs, et le 2 juillet 1942, l'accord est donné par Bousquet, qui dit, voilà, on va vous donner le nombre de Juifs étrangers que vous voulez. C'est ça que dit Bousquet aux Allemands. À condition que vous nous laissez les choisir, donc tous les Juifs étrangers, tous, on vous les donnera, et vous nous laissez faire. Voilà, c'est ça l'arrangement criminel. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le droit, on n'est pas du tout dans une politique de moindre mal, où il s'agit de sauver une partie pour... Non, on est là dans une volonté de satisfaire l'occupant. En plus, Bousquet, il est dans des négociations de haute volée pour obtenir un accord sur les polices. Voilà, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais dans l'esprit d'un technocrate comme Bousquet, c'est un enjeu fondamental. Et cet accord sur les polices, il l'obtiendra au mois d'août 1942. Donc on voit qu'il y a tous ces enjeux qui s'entremêlent, antisémitisme, collaboration, plus en plus cette volonté de souveraineté administrative. Donc voilà, donc le choix est fait, et forcément va peser, et c'est toute l'histoire de la rafle du Veldiv, de cet engrenage
criminel dans lequel plus personne ne va pouvoir en sortir. Parce que vous avez eu là une décision politique très forte, très engagée. Bousquet se vantera, après la rafle du Veldiv, c'est un témoignage récent de Paul Morand, qui tenait son journal, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette publication incroyable du journal de Paul Morand, où Bousquet se vante d'avoir liquidé 13 000 juifs, comme ça maintenant les juifs ils se tiendront à carreau. Donc il y a vraiment, voilà, ces gens-là assument ce qu'ils font. Alors évidemment après ils mentiront, évidemment, ils diront oh, on a voulu sacrifier, on a dû sacrifier une partie pour sauver le tout, enfin voilà, c'est ces mensonges d'après-guerre. Mais sur le moment, ayez bien conscience que ces gens-là assument ce qu'ils font de manière cynique. Et en termes de propagande, en disant c'est l'intérêt de la France de se débarrasser, parce qu'il va y avoir une propagande, hein, on va envoyer des éléments de langage. Hein. N'oubliez pas que la France, il y a encore la zone libre, donc on a des représentants diplomatiques de Vichy partout dans le monde. Donc on va leur envoyer des éléments de langage et on dira, ben voilà, c'est l'intérêt de la France, de se débarrasser des indésirables, qui font du marché noir, qui font de la propagande antigouvernementale, qui sont gaullistes, qui sont communistes. Voilà, c'est ça le discours public de Vichy. Et en privé, c'est j'ai liquidé 13 000 juifs, c'est Laval qui dit on a tout intérêt sur cette question-là à s'aligner sur les Allemands, etc., etc. Donc on en arrive à, comme je dis, cet engrenage criminel, et le livre tel que je l'ai écrit, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je veux montrer une sorte de mécanique, d'engrenage, qui va créer des crimes, qui va créer un chaos, qui va créer des abominations, parce que là, on bascule, et c'est là toute la singularité de la rafle du Veldiv, on bascule dans l'exécution, qui va être 100% française, ça c'est vraiment la chose absolument déroutante pour nous aujourd'hui. On se dit mais c'est incroyable, la France est occupée, il n'y a pas un Allemand, même Dannecker il n'est pas là, on lui a laissé la possibilité d'aller en zone libre pour visiter les camps, là, pour mesurer un petit peu le cheptel, comme il dit, de juifs disponibles, et donc il n'y a pas un Allemand, et toute exécution va reposer sur des agents ordinaires de l'État. Donc comment ces agents ordinaires de l'État vont faire ça? Donc d'abord la préparation, on voit très bien qu'il faut brasser le plus large possible. Donc ça, je n'ai pas le temps de m'y étendre, mais quand on travaille, et la chance que j'ai, c'est que j'ai réussi à identifier le fichier qui a servi et qui reste en grande partie, il y a plus de 30 000 fiches du recensement de 1941, il y a eu un deuxième recensement des Juifs en 1941, et le fichier a été en partie préservé. C'est ce fichier qui a permis d'organiser la rafle du Veldiv. Donc là, c'est un outil vraiment extrêmement précieux pour comprendre comment ça a été fait. Et ce qu'on observe est absolument accablant. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont sortis des fiches, donc je vous l'ai dit, de gens qui ont des enfants français, c'est marqué sur les fiches, des infirmes. Vous voyez le nombre d'infirmes, alors qu'on prend les Allemands demandent des Juifs en âge de travailler, des Juifs qui sont anciens combattants, on voit des gens qui sont là depuis des décennies, on voit des gens qui ont été dénaturalisés, des centaines de gens qui ont été dénaturalisés par Vichy, parce que Vichy, depuis 1940, dénaturalise des Juifs. Donc voilà, pression politique, donc on brasse large, on n'a pas le temps de faire des exemptions humaines larges. Alors, pour se donner bonne conscience, on va en faire un petit peu. On ne va pas prendre les mères qui ont des enfants de moins de 2 ans, parce que ce sont des agents ordinaires de l'État, c'est des bureaucrates, donc quand ils rentrent chez eux, ils ont besoin aussi, ces gens-là, d'avoir bonne conscience. Donc voilà, ils sont pris dans un crime tout en se disant on fait de notre mieux, et en brassant le plus large possible. Donc 27 400 fiches, plus 10 000 enfants. Donc vous voyez que c'est énorme, on vise. Alors bon, il y a des erreurs en fait, j'ai compris qu'ils ont fait une énorme erreur, ils ont pris des fiches de gens qui avaient été, toutes les fiches de gens qui avaient été arrêtés en mai 41. Voilà, donc ils ont fait une énorme erreur qui est quelque chose qui montre aussi la dimension de pagaille et d'improvisation. On n'a jamais fait de crime contre l'humanité en France. C'est la première fois qu'ils font ça, tous ces gens-là. Donc, retenez 35 000 personnes qui sont visées par la grande rafle. Alors après, il faut constituer des équipes pour arrêter ces gens-là. Et alors, on va demander à la police municipale, parce que la police municipale, c'est elle qui a les effectifs. Mais les responsables de la police municipale, ils veulent à la fois bien exécuter l'opération, mais ils ne veulent pas non plus que ça désorganise complètement les services, parce que le métier d'un gardien de la paix, puisque c'est le nom des agents de police municipale, sont des gardiens de la paix. Donc c'est un joli nom, gardien de la paix. Ils sont là pour assurer la paix publique,
qu'il n'y ait pas de troubles, pas de problème de circulation, les vols à l'étalage, pas de problème dans les queues de ravitaillement, etc., etc. C'est ça le métier, c'est ça le boulot des gardiens de la paix, qui sont 16 000. Alors, il n'est pas question de prendre... le choix, c'est d'en prendre 1 sur 10. 1600 gardiens de la paix qui vont être réquisitionnés. On va prendre aussi des élèves stagiaires. On a ce qu'on appelle aujourd'hui des stagiaires. À l'époque, on disait écoliers. Donc, c'est 1000 jeunes policiers. On va prendre des inspecteurs de police judiciaire aussi, parce que la préfecture de police de Paris a une direction de la police municipale, mais aussi une direction DRG et une direction de PJ. Donc, on va prendre des inspecteurs DRG, des inspecteurs de PJ. Tout ça fait 4500 policiers mobilisés. 4500 policiers mobilisés, 3200 pour faire les équipes d'arrestation de 2. Donc vous avez 1600 équipes d'arrestation, 2 policiers à chaque fois. En général, ils ne se connaissent pas. Alors, bon voilà, je raconte toute cette mécanique. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est comment ils ont vécu ça. Et là-dessus, on a vu, quand j'ai commencé ma recherche, on n'avait aucune source. On n'avait même pas un seul nom de policier ordinaire qui a arrêté des juifs les 16 et 17 juillet 1942. C'est significatif, hein, d'ailleurs, de cette honte, de ce malaise qui a pesé sur ces policiers. Pas un nom, pas un témoignage, rien. Donc, pour trouver des témoignages, je suis passé par les dossiers d'épuration. Il se trouve qu'après la guerre, il y a eu une épuration. Vous voyez, on a voulu savoir si les flics avaient été zélés, s'ils avaient été collabos. Et donc, on a mené une épuration assez dure. Il y avait dans la commission d'épuration des résistants communistes qui poussaient pas mal en 1945 les enquêtes. Alors après, on a dit que c'était une forme de... Voilà, qu'ils avaient été excessifs, qu'il y avait eu... Bon, en tout cas, peu importe, ça fait des beaux documents. 4000 agents sur 20 000 au total de la préfecture de police de Paris ont eu à rendre des comptes. Donc 4000, j'ai vu tous les dossiers. J'ai trouvé 700 dossiers qui concernent des arrestations de juifs. Donc là, on se dit, tiens, on voit que l'épuration n'est pas passée à côté de la question de la persécution des juifs, contrairement aux idées qu'on a souvent. Et j'en trouve 30. Vous me direz, c'est pas beaucoup, 30, mais pour une rafle, c'est pas des arrestations, c'est pas la traque, la rafle, c'est quelque chose, on ne peut pas incriminer des policiers qui ont raflé des juifs, ils ont juste obéi. Donc en fait, les agents qui ont été embêtés, si vous voulez, ce sont ceux qui avaient fait du zèle. Donc quand même 30 dossiers directement sur la rade du Vel-d'Hiv, c'est quand même à chaque fois des interrogatoires, des documents, l'attestation des concierges. C'est quand même j'étais quand même relativement content, même si bien sûr j'aurais espéré en avoir plus. Et en plus, une centaine de dossiers qui sont sur des opérations reliées à la rafle du Vel-d'Hiv. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a eu une rafle après la rafle. C'est que la rafle ne s'est pas arrêtée le 17 juillet 1942. Elle a continué. Et c'est si vrai qu'elle a continué qu'on est sans cesse en train d'invoquer un chiffre qui est faux dans les commémorations. On dit toujours 13 152. Je ne sais pas si vous voyez ça sur les plaques, dans les discours présidentiels. 13 152. En fait, 13 152, c'est le chiffre à la date du 20 juillet 1942, parce que la rafle, elle continue. Au 17 juillet, on est à 12 884. Puis on en trouve 90 le 18, une centaine le 19, 64 le 20 juillet, et on en trouve comme ça 1200 jusqu'à la fin du mois d'août. Donc vous voyez que la rafle ne s'arrête pas. Puis après, il y a la traque, c'est-à-dire qu'on cherche aussi à arrêter les gens dans la rue, etc. Et puis on va faire des rafles complémentaires aussi, parce que il y a d'autres nationalités, il y a d'autres catégories d'âge, etc., etc. 15 rafles jusqu'au février 1944. Donc vous voyez, la rafle du Vel-d'Hiv enclenche quelque chose. Alors je voudrais vous parler des heures de la rafle du Vel-d'Hiv, mais je vois que le temps presse. Mais quels enseignements tirer? C'est ce qu'on m'a demandé. Quels enseignements tirer? D'abord, ce que j'ai pu observer, c'est le nombre considérable de possibilités, de marge de manœuvre que tous ces gens-là avaient. Je ne parle pas des circulaires. Les circulaires de l'état-major de la police municipale, elles étaient strictes. Mais après, on passe au niveau des commissaires. Et ensuite, les commissaires, ce sont vraiment les pivots. Ce sont eux qui motivent leurs hommes ou qui leur disent « Bon, on a une sacrée corvée à faire aujourd'hui, allez-y mollo ». Parce que là, je le vois par les dossiers d'épuration et par des témoignages, des attestations de victimes. On voit que tous n'ont pas été zélés.
Mais c'est aussi ce qui m'intéressait le plus au niveau des équipes d'arrestation, où là, il y avait des possibilités. Il y avait, chaque équipe avait 17 fiches d'arrestation à exécuter, et il y avait plein de possibilités, en fait. Je n'ai pas le temps de m'étendre, mais vous pouvez dire aux gens que vous allez revenir dans 2 heures. Vous pouvez rester sur place, vous êtes sûr que les gens vont bien rassembler leurs affaires. Vous pouvez, quand vous êtes devant une porte qui ne s'ouvre pas, vous pouvez la défoncer, cette porte. Si la concierge vous a dit que les Juifs étaient là, vous le faites. Mais si la concierge vous a dit que les Juifs n'étaient pas là, vous le faites ou vous ne le faites pas? Il y en a qui vont le faire, il y en a d'autres qui ne vont pas le faire. Il y a des commissaires qui vont dire, même si la concierge vous a dit que les Juifs n'étaient pas là, vous défoncez quand même la porte. Et d'autres concierges qui vous disent, qui vont rien dire. Voilà. Il y a même des commissaires, il y a même des commissaires qui vont même pas commenter la circulaire de l'état-major de la police municipale. Donc, vous voyez, et ça, ce que j'ai découvert, c'est que ça a pesé sur les résultats de la rafle. Et on voit des variations étonnantes d'un arrondissement à l'autre. Et ça va de 20% dans le 2e arrondissement à 64% dans le 12e arrondissement, où là, je sais qu'il y a un commissaire absolument fou furieux, qui allait même sur le terrain, qui engueulait ses hommes, voilà, et du coup, beaucoup plus de brutalité qu'ailleurs. Mais voyons de manière un peu plus haute, ce que j'ai pu observer, l'enseignement que j'en tire, c'est que là où les gens étaient le plus concentrés, ils ont davantage survécu. C'est étonnant, a priori, comme ça. On se dirait là, ils sont concentrés, c'est facile, la police a des fiches, il suffit de boucler des immeubles. Et, ben non. L'information a plus circulé, il y a eu plus d'aide. Et ça, voilà, j'ai trouvé un certain nombre de témoignages tout à fait édifiants. Et je vois que le taux d'arrestation dans les 11 arrondissements centraux, je ne sais pas si vous voyez comment est fait Paris, le 3e, le 4e arrondissement, le 11e, c'est là où il y avait le plus de juifs. 27% des juifs visés ont été pris dans ces 11 arrondissements centraux. Les 12 arrondissements périphériques, là où voilà, on est plus dispersé, 36%. Et en banlieue, où là l'information a moins circulé, où les gens sont plus dispersés, il y en a beaucoup moins, vous avez 25 500 fiches d'arrestation pour Paris intramuros, vous n'en avez que 2500 pour les 25 circonscriptions de banlieue, donc vous voyez que c'est beaucoup plus. Ben là, 42% sont pris. Et alors, en plus, j'ai découvert, grâce au dossier d'épuration, j'ai compris une chose qui m'avait échappé quand voilà, dans les témoignages et dans ce que je pensais a priori, c'est que là où les policiers qui arrêtaient étaient ceux du coin, eh ben, ils étaient plus zélés. Là aussi, on se dirait, tiens, c'est bizarre, parce que s'ils sont du coin, ben, ils vont davantage prévenir les gens. Ben non, c'est l'inverse. C'est là où les policiers étaient des renforts, et c'est le cas là où il y a beaucoup de juifs à arrêter, eh ben, ils ne se sentaient pas tenus d'obéir au commissaire, ou en tout cas moins. Puis en plus, comme ils ne connaissent pas l'environnement, ils ne sont pas susceptibles d'être dénoncés. Donc on voit qu'ils ont plus été en mesure de dire on revient dans 2 heures, ou de dire bah non, ils ne sont pas là. Enfin, voilà. Donc vous voyez, il y a plein d'explications, plein de raisons plutôt qui expliquent ces variations. Mais là, on peut vraiment en tirer des leçons sur, même avec une pression terrible de l'occupant, même si elle est invisible, puisque les amendes ne sont pas là, des ordres qui viennent de Vichy avec Bousquet, qui est là. Hein. Bousquet est à Paris ce jour-là. Il va même aller à l'archevêché le 16 juillet dans l'après-midi pour convaincre le cardinal Suard, archevêque de Paris, de ne pas protester. Vous voyez qu'il est très soucieux qu'il n'y ait pas parce que Suard, voyant ce qui se passe, il voulait faire quelque chose et Bousquet va réussir à l'en détourner. Donc on voit voilà. Mais deuxième grand enseignement de la rafle du Veldiv, c'est que vous avez, dès la première grande opération, alors même qu'il y a un effet de surprise, vous ne pensez pas qu'on pouvait arrêter des femmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont arrêtés, 2 fois plus de femmes que d'hommes, malgré l'effet de surprise, malgré le fait qu'on s'en prend aux catégories les plus fragiles. C'est des juifs polonais, ceux qui n'ont pas pu fuir, ceux qui n'ont pas pu se cacher. Ben, malgré tout, les 2 tiers des gens, sur le moment, ils échappent aux arrestations. Et ça, c'est vraiment... Vous regardez ce qui se passe au même moment à Amsterdam, où la persécution des Juifs est beaucoup plus avancée, où vous avez des ghettos de fait à Amsterdam. Et là, il suffit de convoquer les gens, même au début. Alors après, ils viendront plus aux convocations, mais première grande opération, 4 juillet 42, on convoque les gens. Les 3 quarts, ils y vont. Voilà, et on sent qu'ils sont complètement pris dans
dans la nasse de la persécution à Paris, les 2 tiers y échappent. Donc on voit qu'il y a, malgré cette politique de collaboration terrible, il y a des possibilités de survie qui n'existent pas forcément ailleurs. Et vous avez là déjà une indication pour comprendre le bilan de la solution finale, qui est, vous le savez, 74 150 juifs déportés, plus de 200 000 ont survécu. Donc on dit toujours les 3/4 des juifs ont échappé. Et ce chiffre qui paraît bon, on se dit tiens, c'est le bilan de la France, c'est bon, mais on voit qu'il n'est pas du tout lié à la politique de Vichy. La politique de Vichy, elle est de livrer le maximum de juifs, et c'est ce qu'ils vont faire, malgré tous ces ratés, parce qu'en zone libre, il va aussi y avoir des ratés. La grande rafle du 26 août 1942, Bousquet, alors en plus, quand vous lisez les circulaires qu'il envoie au préfet, elles sont terribles, parce que la rafle du Veldiv, c'est un semi-échec. C'est ça le paradoxe de la rafle du Veldiv. C'est un semi-échec. On en a arrêté 12 884, mais il y a plus de 16 000 fiches qui n'ont pas été exécutées. 9 000 adultes, il y avait 27 000 fiches. Voilà, c'est précisément la raison pour laquelle Vichy et les responsables de la police française à Paris, de la police parisienne, vont demander la livraison des enfants. Il n'y a pas d'autre raison, à mon sens. Parce que maintenant, on dit c'est par antisémitisme que Laval, vous lisez le discours de Macron, on ne comprend pas pourquoi les enfants. On a l'impression que c'est juste du sadisme. Non, ce n'est pas du sadisme. Si Vichy a sacrifié des enfants qui étaient sauvables, parce qu'au départ, ils devaient être remis à l'assistance publique, les Allemands ne demandaient pas tout de suite leur déportation, et en plus, ils étaient français, pour les 3/4 d'entre eux. Donc, toutes ces raisons, et en plus, vous aviez des circulaires qui faisaient qu'ils étaient contradictoires, qui faisaient qu'on pouvait en fait les libérer. D'un point de vue légal, ils pouvaient sortir. Pourquoi on n'a pas voulu les faire sortir? Parce que le bilan n'est pas bon, qu'on veut se débarrasser d'un problème qui va être compliqué, si on les garde à Paris, machin, il y a 4000 enfants, ça va être compliqué. Bon, il est mieux de refiler le bâton merdeux, enfin voilà, cette masse de gens, et puis en plus d'éviter des séparations qui seront douloureuses au cœur même de Paris. On donne ça au préfet du Loiret, puisque les parents devaient être envoyés à Pithiviers et à Bonne-la-Rolande, et les enfants gardés sur place à Paris. Donc on va envoyer tout le monde à Pithiviers et à Bonne-la-Rolande. Donc on voit vraiment cet engrenage criminel qui prouve que Vichy, à ce moment-là, n'utilise aucune marge pour sauver des gens qui pourraient et qui étaient en droit d'être sauvés. Il s'agit d'alimenter le plus possible. Et ce qui va se passer aussi en zone libre, mais pas dans les mêmes conditions. Parce que ce qui va se passer à Paris, on ne le fera plus jamais. Séparer des parents, les déporter sans leurs enfants, déporter des enfants 15 jours après, mélanger avec des réfugiés qui viennent de zones libres, qui sont les raflés de zones libres, les mélanger, faire des convois comme ceux qui vont partir de Drancy à partir du 17 août 1942, cette ignominie absolue n'a absolument aucun équivalent ailleurs, on ne fera jamais ça nulle part ailleurs, et plus jamais on ne le fera. Donc c'est bien la preuve qu'il y a eu là une transgression absolue, qui explique que même là-dessus, Bousquet a fait le choix de ne pas déporter des enfants si on ne trouvait pas les parents. Voilà, et de là-dessus. Et donc on voit que, alors même qu'il y a des ordres très stricts qui sont donnés, il faut ramasser les gens, le maximum de gens. L'objectif est de 14 000 juifs, et bien on n'en trouvera que 6 600. Et après passage dans des centres de triage, on n'en enverra à Drancy que 5 300. Donc on voit que là aussi, on n'est pas loin de ce taux en gros, oui, on est entre 35 et 40% des gens qu'on trouve. Donc on voit vraiment qu'en France, il y a ces possibilités-là, mais que malgré tout, la machine fonctionne quand même. Et Vichy voulait livrer 10 000 juifs de zone libre. Au bout du compte, ils les livreront, ces 10 000 juifs de zone libre. Et à la fin de l'année, il y aura les objectifs seront remplis. Et en fait, jusqu'en novembre 42, du 17 juillet 42 jusqu'au 11 novembre 42, vous savez qu'en novembre 42, il va y avoir l'opération Torche, le débarquement allié en Afrique du Nord, puis les Allemands qui vont en réaction occuper l'ensemble du territoire. Donc le Vichy qui a été souverain, le Vichy qui a été à ce moment-là moteur, Vichy a livré 37 000 juifs déportés entre le 17 juillet 42 et le 11 novembre 42. C'est un bilan absolument énorme. C'est la moitié des juifs déportés de France en 2 ans et demi
l'ont été en moins de 4 mois. Et après novembre 1942, alors que Vichy n'a plus de zone libre, Vichy n'a plus d'armée, d'armistice, Vichy n'a plus d'empire, Vichy n'a plus rien, et bien malgré tout, Vichy sera en mesure de dire non aux Allemands quand à l'été 1943. Alors ils vont continuer bien sûr à faire les rafles contre les étrangers, ça n'a pas de problème, Vichy veut s'en débarrasser. Mais quand les Allemands viendront pour dire on veut maintenant les Français, les naturaliser, Vichy voulait se débarrasser des naturalisés. Et alors il y avait eu à l'été 1942 des protestations des évêques. Vous savez que la protestation du cardinal Gerlier a eu un effet immédiat sur la politique de Vichy, parce que la politique de Vichy en septembre 1942, c'est les naturalisés devaient suivre tout de suite. Vichy, c'était sa politique, se débarrasser de ces faux Français, de ces Français de papier, qui sont en fait les mêmes que les étrangers qu'on a livrés, sauf qu'ils sont devenus français par la loi de 1927 qui était très généreuse. Donc Vichy voulait s'en débarrasser. Vichy ne va pas s'en débarrasser parce que d'une part, il y a eu ce coup d'arrêt de septembre 1942 et que quand en 1943, les Allemands reviennent à la charge pour ces Juifs, Vichy dit, l'été 1943, il dit, on ne peut pas, voilà. Et même Bousquet va dire, vous êtes sûr que être juif est une raison suffisante pour arrêter des gens? Vous voyez Bousquet comme ça qui tout d'un coup retourne sa veste et laisse presque des documents pour la postérité, sa future défense devant les tribunaux. Alors, je m'arrête là, je pense que vous avez compris les raisons du bilan. Je crois que j'ai parlé 1 heure, c'est un peu beaucoup, mais voilà. Je pense qu'on a brassé à peu près toutes les questions importantes liées à la grande rafle du Veldiv. Merci.